C'est l'heure de retrouver notre collègue Charles Tisser, l'animateur de Découverte qui est à Rimouski, puisqu'il couvre et il rencontre tous ces scientifiques qui sont là dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Alors, bonjour Charles. Bonjour Marc-André. Alors hier, vous nous avez parlé, vous nous avez intrigué tout le monde, là, parce que vous aviez dit que vous étiez pour vous pencher sur la neurostimulation, chasser la douleur. Mais vous savez, en vieillissant, on aime ça, chasser la douleur, parce qu'on en a un peu plus souvent. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de bon? Bien, écoutez, la neurostimulation, c'est un domaine qui interpelle beaucoup les chercheurs en ce moment. On connaît surtout cette méthode à cause du traitement de la maladie de Parkinson. On sait qu'on peut insérer profondément dans le cerveau des électrodes et induire un courant électrique dans des régions spécifiques du cerveau qui peuvent contrer certains symptômes très lourds de la maladie de Parkinson chez certains sujets. Malheureusement, cette méthode est très invasive. Il y a des risques très certains et les coûts sont quand même élevé. Donc, on regarde la possibilité de développer des méthodes moins invasives, des méthodes qui permettent de mettre les unités électriques à la périphérie du crâne, ne pas percer le crâne et aller à l'intérieur. Et donc, ces méthodes-là permettent de contrôler la douleur. Et écoutons le chercheur qui nous explique les hypothèses qui pourraient nous définir pourquoi ça fonctionne. Les deux grandes hypothèses qui sont soulevées par les chercheurs, par la communauté scientifique, la première, c'est qu'on sait que la douleur vient laisser des traces dans le système nerveux. Donc, ça peut laisser des traces au niveau de la moelle épinière, mais au niveau du cerveau aussi. Avec la stimulation transcrânienne, donc quand on applique un courant électrique ou un champ magnétique, ce qu'on essaie de faire, ou ce qu'on pense qu'on fait, c'est qu'on vient rechanger, normaliser ces changements-là, donc effacer ces changements-là qui ont été causés au niveau du cerveau par la douleur. Sinon, l'autre avenue, l'autre hypothèse, c'est qu'on viendrait, par l'entremise de cette stimulation-là, activer des mécanismes de freinage qui, eux, sont situés un petit peu plus bas, dans une région qu'on appelle le tronc cérébral, donc à la base du cerveau. Et donc, en stimulant certaines régions du cortex, dans la partie externe du cerveau, on envoie des informations jusqu'au niveau du tronc cérébral et on vient activer des systèmes de freinage de douleur qui viennent bloquer le message de douleur. La stimulation transcrânienne peut aussi être utile pour traiter les symptômes des AVC. En fait, rééquilibrer les signaux dans le cerveau pour permettre à la physiothérapie d'être beaucoup plus efficace. Et puis, bien sûr, il y a les nanotubes et les nanoparticules dont on va vouloir parler. Oui, bien c'est ça. Parlons-en des nanoparticules parce qu'on les retrouve un peu partout, jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Ce sont ces petites billes de plastique, là. Il y a des billes de plastique, mais il y a aussi des nanotubes de carbone, des particules qui sont en fer, en titane. Elles se retrouvent partout. Elles correspondent à une véritable révolution industrielle des matériaux. En chimie, en génie des matériaux, on développe ces petites particules-là dans toutes sortes de... Excusez-moi, j'ai un rhume en ce moment. Dans toutes sortes d'applications. Et celles qui sont particulièrement significatives et qui inquiètent les chercheurs dans la région ici de Rimouski, c'est les microparticules, les nanoparticules d'argent qui peuvent être nocives dans l'environnement. Écoutons l'écotoxicologue Émilien Pelletier à ce sujet. Les nanoparticules d'argent, c'est celles qui sont les plus répandues, sont vendues comme antimicrobiens. Donc, ils vont demeurer antimicrobiens dans le milieu naturel et vont probablement perturber les communautés microbiennes naturelles. Puis en plus, ils vont rester en surface des eaux marines et c'est là que s'alimentent la plupart des invertébrés, les embryons, les jeunes stades des larvaires. Généralement, ils mangent dans les premiers 2-3 mètres. Puis nos nanoparticules, malheureusement, sont là aussi. C'est préoccupant parce qu'on s'attend à ce que les nanoparticules d'argent soient encore plus présentes dans l'environnement. On parle d'une augmentation de 300% depuis 5 ans de ces nanoparticules. Bon, bien écoutez, et puis à Émilien Pelletier, on va se laisser là-dessus, qui sera honoré aujourd'hui. Vous allez couvrir ça et probablement qu'on s'en reparlera d'ailleurs plus tard aujourd'hui et peut-être demain. Merci, Charles. De rien, Marc-André. Au revoir. À plus tard. Au revoir.